la revue de presse internationale avec Sandrine Gomez ce matin. Bonjour Sandrine, rebonjour. Rebonjour. Cette revue de presse internationale que l'on commence avec ce coup de théâtre de la Haute Cour de justice au Royaume-Uni. Cette grosse épine dans le pied pour Theresa May. Oui, cette haute cour de justice qui a décidé que le Parlement britannique devait finalement donner son aval au processus de retrait du Royaume-Uni de l'Union. Et ce matin, la presse britannique est en quelque sorte scindée en deux, comme lors du référendum. Il y a les quotidiens de gauche qui applaudissent cette décision et économique, comme le journal économique justement City AM qui titre Not so fast, pas si vite. Le journal explique que cette décision vient contrecarrer le calendrier de la première ministre Theresa May qui voulait enclencher le retrait en invoquant l'article 50 du traité de Rome avant la fin du mois de mai. Un autre journal plus à gauche, le très sérieux Guardian, titre sur Theresa May dans la tempête après que les juges aient décidé que c'était donc au Parlement de donner son aval au Brexit. On voit ici sur cette photo la femme d'affaires Gina Miller à l'origine de ce recours. Et puis le Guardian qui justifie cette décision de la Haute Cour de justice dans son édito en titrant Le Parlement est le gagnant. En effet, pour ce quotidien, il n'y a pas ici de conspiration. Les pro-Brexit peuvent bien crier à l'injustice, je cite, c'est la loi qui s'applique. Des juges qui ont le dernier mot à la une de The Independent. Vous voyez ce dessin très réussi en une du quotidien où l'on voit donc un juge asséner un coup de marteau sur la tête de Theresa May qui dit pour sa défense je vais faire appel devant la Cour européenne. Très réussi mais pas très flatteur pour Theresa May. La presse de droite au Royaume-Uni a de son côté sans surprise très mal encaissé cette décision des juges. Oui, on retrouve ici cette fois les tabloïds, les journaux plutôt conservateurs qui avaient fait campagne pour la sortie de l'Union. Le Sun qui s'insurge notamment avec ce jeu de mots en une. Who do you think you are? Qui pensez-vous que vous êtes? En question assénée donc ici à Gina Miller, tout sourire avec ce sous-titre. L'élite étrangère pleine de fric qui défie le vote des Britanniques. Il y a aussi le Daily Telegraph qui met en avant en une, vous le voyez, les visages de ces trois juges avec ce titre. Les juges contre le peuple. Le Daily Mail va encore plus loin en titrant et en les désignant comme tout simplement les ennemis du peuple. Enfin, une dernière couverture, celle du Daily Express, au ton encore plus agressif sur fond d'Union Jack. Nous devons sortir de l'Union. Le pays a besoin de toi. La presse, par ailleurs internationale, revient aussi, on en parlait dans le journal, sur l'affaire dite du Choi Gate en Corée du Sud. Oui, ce scandale qui concerne la confidente de la présidente qui est accusée de fraude et de s'être mêlée d'affaires d'État. Elle n'en finit pas de passionner la presse sud-coréenne. Le journal Chosun Ilbo revient sur les derniers développements et notamment ce mandat d'arrêt délivré contre la femme d'affaires Choi Soon-sil. Ce mandat permet de prolonger sa détention puisqu'elle avait été arrêtée lundi, après son retour d'Allemagne, placée en garde à vue. Ces dernières heures, la présidente sud-coréenne a aussi reconnu ses responsabilités dans un discours. On lui reproche notamment d'avoir transmis à Madame Choi, son amie de 40 ans, des documents confidentiels sur la politique nationale. Des aveux qui n'ont pas convaincu. Alors qu'une partie de la presse réclame sa démission, il y a cette tribune à lire dans le Korea Times qui considère qu'elle ne devrait pas démissionner. Pourquoi ? Parce que, donc, je cite, « Étant donné l'énorme péché commis par la présidente, une démission ne suffit pas. La démission apporte soulagement rapide, sans souffrance, comme la guillotine. » Ici, on suggère plutôt un procès long et douloureux. Quel programme? On revient aussi sur la campagne aux États-Unis où le Parti républicain voudrait asséner là encore le coup de grâce à Hillary Clinton. Oui, aux États-Unis, le retour du scandale de l'affaire des emails d'Hillary Clinton a marqué ces derniers jours de campagne. Il a aussi causé le resserrement dans les sondages de l'écart entre les deux candidats au profit de Donald Trump. Et le Washington Post semble malgré tout s'être résigné. Regardez ce dessin. En cas de victoire d'Hillary, la prochaine étape pour le camp républicain, ce sera de tenter tout simplement la procédure d'impeachment pour négligence. Le New York Times, lui, s'insurge dans son édito contre cette menace de procédure d'impeachment qui serait lancée par le camp républicain. Cela irait pour ce quotidien à l'encontre du processus démocratique aux États-Unis. Pour finir, cet article très instructif et pour le moins étonnant, c'est dans Libé sur les présidents américains.
Oui, c'est à retrouver dans Libération ce matin. L'autre nom de la Maison-Blanche, cela pourrait être Maison de fou. Un article censé détendre, je cite, ceux qui redoutent la victoire de Donald Trump. On y apprend que de nombreux présidents américains étaient atteints de troubles mentaux. Et bien sûr, la plupart du temps, cette maladie a été parfaitement cachée au public. Elle a été gardée secrète. Alors Libé nous propose ici, vous le voyez, une brochette de 5 présidents. On apprend par exemple que Theodore Roosevelt, au début du XXe siècle, était bipolaire. Woodrow Wilson, nerveux, sujet aux migraines. Il avait subi des attaques cérébrales à répétition. Pendant 1 an et demi, il ne sera plus en état de tenir une grande réunion ou de voyager. On apprend aussi, par exemple, que John Kennedy était toujours sous médoc. Celui qui incarnait la jeunesse était en piètre santé. Il consommait jusqu'à une dizaine de traitements par jour. Enfin, il y a Lyndon Johnson, le plus sulfureux ici, qui succède donc à Kennedy. Lui, il est obsédé par son pénis. Voilà. La verge présidentielle avait même un nom, c'était Jumbo. Il paraît que dans les toilettes du Congrès, il forçait les députés à l'admirer. Bref, Donald Trump, c'est presque un enfant de cœur. Merci beaucoup Sandrine, c'était la revue de presse internationale.